L'ADEME a par exemple calculé que les produits numériques reconditionnés génèrent un impact environnemental 3 à 4 fois plus faible que les produits neufs. On ne va pas se mentir, c'est un formidable slogan pour les entreprises qui sont sur ce marché. Et c'est surtout un argument supplémentaire pour convaincre nos concitoyens du bien fondé de notre démarche. Parce qu'un produit plus rentable, un produit plus durable, facilement réparable ou reconditionné pour une nouvelle vie, c'est une économie pour la planète, mais aussi pour le pouvoir d'achat. Mais notre ambition ne doit pas s'arrêter là. Nous devons recycler davantage les matériaux. Le recyclage permet d'éviter chaque année en France l'équivalent de 20 millions de tonnes d'équivalent CO2. Et nous pouvons aller plus loin. Sur le plastique, par exemple, il faut savoir que nous recyclons à peine 20% des 5 millions de tonnes de plastique que nous consommons chaque année. Ça va dans le bon sens, mais cela ne suffit pas. Là aussi, notre potentiel est énorme. Certains pays voisins font beaucoup mieux que nous, c'est donc que nous pouvons beaucoup mieux faire. Est-ce que la solution viendra uniquement du gouvernement et de l'État? Bien évidemment que non. Vous êtes entrepreneur, cadre d'entreprise ou militant associatif et donc une partie de la solution. Mais nous saurons prendre notre part et la part évidemment qui nous revient. Avec la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, nous avons de nombreux leviers à notre disposition. Ces leviers, nous les avons déjà enclenchés et nous le faisons dans tous les secteurs économiques. Nous devons d'abord lutter contre le gaspillage des ressources, en supprimant notamment les produits jetables que l'on peut éviter. Nous l'avons fait par exemple avec certains produits plastiques à usage unique, comme les gobelets et les pailles, et même le suremballage plastique des fruits et légumes. Et dès le 1er janvier 2023, nous faisons disparaître la vaisselle jetable dans tous les restaurants dans lesquels vous déjeunerez sur place. Cette révolution dans nos restaurants aura un impact majeur. Fini le tout jetable. Nous devons également imposer des règles d'éco-conception de base pour tous les produits qui seront mis sur le marché. Nous avons notamment imposé des durées minimum de mise à disposition des pièces détachées pour favoriser la réparation. Nous mettons aussi en place un taux minimum de plastique recyclé dans les bouteilles en plastique. Nous avons aussi fait le choix de mettre en œuvre le principe pollueur-payeur, en responsabilisant les producteurs avec ce qu'on appelle les filières REP. Rendons tout cela plus concret. Prenons l'exemple du textile. Vous le savez sans doute, l'industrie du textile est l'une des plus polluantes au monde. Elle consomme une grande quantité d'eau, mais aussi de pesticides. Elle génère désormais plus de gaz à effet de serre que les vols internationaux et le trafic maritime réunis. Je connais le secteur du textile, j'y ai moi-même travaillé il y a quelques années et je sais combien les choix de consommation, notamment pour les familles, sont restreints. C'est pour cela que nous agissons. Pour le textile, c'est 1 milliard d'euros sur 6 ans payés par les fabricants et les distributeurs qui seront engagés. Cet argent va nous permettre de révolutionner le secteur. Alors comment? Nous allons tout d'abord doubler la collecte des textiles usagés pour arrêter le gaspillage des ressources. Une fois collectés, ces textiles pourront être triés et recyclés pour refabriquer des fibres et de nouveaux vêtements. Ensuite, nous mettons en place des bonus d'éco-contribution pour les produits qui utiliseront par exemple du fil recyclé. Ainsi, nous incitons les producteurs à fabriquer des produits plus vertueux. Enfin, l'État va financer la réparation des vêtements et des chaussures. Des forfaits réparation moins chers seront ainsi proposés à tous les Français à partir de 2023. Et un fonds de financement du réemploi permettra également de refabriquer des textiles pour leur donner une nouvelle vie à moindre prix. Ce que nous faisons pour le secteur du textile, c'est un exemple très concret de la trajectoire que nous voulons emprunter. Nous le ferons par exemple aussi pour développer le réemploi des produits électriques et électroniques l'année prochaine. Et dans tous les domaines, c'est avec vous, entrepreneurs, que nous voulons continuer d'innover. Nous réussirons à relever l'ensemble de ces défis si nous parvenons aussi à impliquer les consommateurs. Notre démarche est dépendante évidemment de leur mobilisation. Nous avons ainsi déjà commencé à mettre en place de nouveaux outils d'information pour les consommateurs, mais nous voulons aller plus loin.
Nous mettrons en place un affichage environnemental que nous allons élaborer en 2023 pour les vêtements textiles et les produits alimentaires. Cet éco-score permettra de donner une information claire et simple aux consommateurs sur l'impact environnemental des produits, un peu comme le Nutri-Score que vous connaissez déjà. Ainsi, les Français pourront privilégier l'achat de produits qui sont meilleurs pour l'environnement et aussi plus durables. Toutes ces transformations, ce sont des opportunités incroyables pour notre économie. Pour le textile, comme pour de nombreux autres secteurs, c'est l'occasion de pouvoir relocaliser une partie de notre industrie et d'être innovant et créatif dans la conception des produits de demain. C'est aussi une opportunité pour vous de vous rapprocher des aspirations nouvelles des consommateurs. Cela demandera, moi j'en suis consciente, beaucoup de patience. Nous ne transformerons pas notre modèle du jour au lendemain, mais j'ai la conviction que nous devons, nous élus politiques, vous entrepreneurs et associatifs, porter fièrement cette ambition. Je compte sur vous autant que vous comptez sur moi. Je vous souhaite une excellente table ronde et je vous remercie pour votre attention. Merci Madame. Merci à vous. Merci Madame la Ministre. Nous allons pouvoir accueillir le modérateur. Qui prend le relais avec plaisir de Nicolas. Merci à vous, Madame la Secrétaire d'État chargée de l'écologie, pour la présentation de cette feuille de route du gouvernement et puis ses perspectives clairement annoncées. Donc pour des contraintes horaires, Madame Couillard doit nous quitter. Je propose de cumuler les applaudissements pour saluer son départ avec vos applaudissements pour accueillir nos témoins, nos invités. Merci pour ces applaudissements. Je vous demande d'accueillir sur scène Anthony Colombani, Lorraine Dumont, Aude Vitane et Vianney Delavernay. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. C'est début d'après-midi, hein, il faut se mettre un petit peu d'énergie. Alors, comme vous l'avez compris, nous sommes un petit peu liés à l'aspect protocolaire du fait de la visite de la ministre. C'est tout à l'honneur de l'organisation de cette manifestation. Mon job à moi, c'est donc de saluer l'organisation et pour le clin d'œil, je ne sais pas si vous l'appréciez comme moi, de saluer l'équité sur cette table ronde. 2 femmes et 2 hommes, 2 beaux barbus en plus. Pas de commentaires à propos des filles, bien évidemment. Hein, Merci pour vos applaudissements et pour ce clin d'œil de démarrage. Je vous propose donc de partager avec ces 4 invités leur regard sur cette question de l'économie circulaire en suivant la grille de lecture qui est proposée par le WIS, comprendre, mesurer, agir. Nous allons donc comprendre, grâce à vos explications, vos leviers à vous, vos actions à vous, vos enjeux à vous, quelles actions vous mettez en œuvre en termes d'économie circulaire. Ensuite, on vous demandera de nous dire comment vous en mesurez les effets, les impacts, les perspectives, quels sont vos enjeux, et puis derrière, eh bien, les actions que vous allez mettre en œuvre, que vous pensez qu'il faudrait mettre en œuvre pour être plus fort, plus pertinent encore, et développer cette économie circulaire. Ça vous va ? Et puis en petite conclusion, on pourra dire un petit mot, si vous le souhaitez, à propos de ce que vient de dire la ministre, hein, si vous avez des commentaires à faire, mais on se garde ça pour la fin. On va démarrer, si vous voulez bien. On dit quoi On dit la première fiche, c'est celle de... Ah non, il faut que je démarre par une femme, hein, Lorraine Dumont. Lorraine Dumont, vous êtes directrice environnement de Vinci Construction. Vinci Construction qui réalise chaque année 75 000 chantiers de bâtiments, de génie civil, routes et réseaux, pour un chiffre d'affaires de 20 milliards d'euros en 21, s'il vous plaît. 115 000 collaborateurs, donc une structure imposante. Vos actions à vous, l'économie circulaire chez Vinci Construction, ça veut dire quoi? Vous avez, vu le timing, 2 minutes pour ça. Bon, en 2 minutes, on va essayer de résumer nos actions à nos 3 principaux axes, qui sont éviter, réduire au maximum dans un premier temps l'utilisation de matériaux et à travers cela, travailler vraiment au design, à la conception même de nos bâtiments, de nos ouvrages d'art, de nos routes et de nos réseaux pour pouvoir justement limiter l'impact de ces matériaux et pouvoir évidemment restreindre le tonnage de matériaux qui vont être utilisés justement pour pouvoir à la fin du cycle avoir moins de matériaux à retrier, réutiliser, etc. Parce qu'une des préoccupations chez vous, c'est le transport des matériaux. Il y a un vrai enjeu sur
sur le transport à la fin du cycle. La deuxième étape, ça va être la réutilisation, le réemploi, comme l'a dit la ministre, donc c'est la deuxième étape aussi de l'économie circulaire. Vraiment travailler à pouvoir utiliser, notamment dans le cadre de matériaux de secondes œuvres, donc c'est-à-dire tout ce qui va être lié à la coque intérieure du bâtiment, donc réutiliser des chauffe-eau, des petits chauffages, des cloisons, de la moquette pour pouvoir la réutiliser sur le même emploi. Donc on récupère des radiateurs, des chauffe-eau, on les remet en bon état et on les réinstalle sur de nouvelles structures. Exactement. Et donc ça aussi, ça contribue très fortement à la réduction à la fois de matière qui va être utilisée et la réduction de CO2. Il va y avoir un enjeu réel vraiment auprès de nos clients, mais on en reviendra plus tard, à pouvoir vraiment faire comprendre que ces matériaux-là sont de même qualité et sont de même bonne facture, on va dire, que des matériaux neufs. Parce que spontanément, comme ça, c'est du deuxième usage, donc on s'attend à ce que ce soit moins cher. C'est de la seconde main. Alors on s'attend déjà que ce soit peut-être moins cher et que ce soit surtout aussi de moins bonne qualité. J'imagine qu'on en reparlera juste après, mais du coup, nous, l'objectif, c'est de dire, on vous garantit pour un prix qui ne sera pas forcément moins cher, parce qu'en fait, retraiter, réemployer, ça demande aussi des investissements chez nous, de pouvoir justement avoir des matériaux de même qualité. Et puis, la dernière axe, on va dire, de notre politique, c'est le recyclage. Donc, ça veut dire réemployer des matériaux principalement inertes, dans notre cas, pour pouvoir en refaire, notamment réemployer de l'enrobé qu'on va récupérer sur les routes, du béton qu'on va récupérer dans des bâtiments qu'on va démolir, et pouvoir les réemployer potentiellement à d'autres usages. Et cela, ça nous a permis de pouvoir démontrer que l'on pouvait réemployer des matériaux inertes à l'infini et proposer à nos clients potentiellement du 100% recyclé. Le 100% recyclé existe dans des activités concrètes aujourd'hui. Il y a des routes, par exemple, qui sont sur du granulat 100% recyclé. En 2018, on a créé la première route mondiale du 100% recyclé. Ça a été vraiment de gros travaux en termes de R&D pour nous. Et aujourd'hui, on se rend compte aussi, au terme de l'analyse environnementale globale de ces routes-là, que le 100% recyclé, ce n'est pas forcément l'optimum, notamment par rapport à des questions soit de transport, soit de chauffage de nos installations industrielles pour pouvoir recréer ces 100% recyclés. Et donc, du coup, on va bouger un peu le curseur et on va proposer des matériaux avec un pourcentage de recyclés qui soit vraiment l'optimum pour nos clients. Merci à vous. Tour de table féminin toujours en priorité avec Aude Vitten. Vous êtes directrice générale adjointe de l'Agence de l'eau Adour-Garonne, un établissement public chargé de mettre en œuvre les orientations de la politique publique de l'eau sur le bassin Adour-Garonne. Alors le bassin Adour-Garonne, c'est le Grand Sud-Ouest, c'est 1/5 de la France. C'est ça, et c'est en gros le grand bassin versant dont la ligne de partage des eaux s'écoule vers l'Atlantique. Alors on est sur une entreprise internationale, des dimensions énormes, et puis on est sur une dimension régionale, interrégionale, avec des enjeux importants, l'eau. Oui, sur un bassin effectivement qui est le plus vulnérable au changement climatique parmi les 6 grands bassins français. Nous, notre préoccupation, pour l'ensemble des agences, mais évidemment aussi en Adour-Garonne, c'est la santé des rivières. On scrute en fait la santé des rivières et la santé des milieux aquatiques, avec 2 grands enjeux. Le premier, c'est la quantité d'eau disponible. Et on a vu cet été un effet d'une sécheresse extrêmement intense, inédite en réalité. Les petits cours d'eau que l'Office français de la biodiversité suit, avec un réseau de stations de mesure, eh bien, la moitié d'entre eux a présenté, à un moment ou à un autre, dans notre grand bassin cet été, une rupture d'écoulement. Ce qui est énorme. L'effet sur les milieux de ce qu'on a connu cet été, on a encore un peu de mal à le calibrer, à le qualifier, on va le faire, mais c'est pour vous donner un petit peu une idée. Avec un déficit de précipitation de 30% par rapport à une année moyenne, c'était extrêmement intense. Comme on risque d'avoir des coupures électriques dans les mois qui viennent, on risque d'avoir des coupures d'eau? Alors, il y en a eu cet été, il a failli y en avoir plutôt, puisqu'une centaine de communes s'est retrouvée dans une situation de vulnérabilité sur son service d'eau potable et ont nécessité, pour quelques dizaines d'entre elles, des opérations de citernage. Donc cet enjeu de quantité, il est évidemment majeur et il va s'accentuer dans le cadre du changement climatique. Quel levier, quelle solution en termes d'économie circulaire vous mettez en œuvre pour ces enjeux-là? Alors, il n'y a pas que la quantité justement, il y a aussi la qualité de l'eau, et on voit que avec un changement climatique plus marqué, c'est des débits d'étiage, des débits en basses eaux qui sont diminués de moitié d'ici 2025, qui risquent de l'être. Et là, des rejets de stations d'épuration, par exemple, dans des cours d'eau récepteurs affaiblis, ça peut aussi avoir un effet majeur sur la santé des cours d'eau, donc néfaste, et quelque part derrière sur les usages qu'on en fait. Donc on travaille sur les 2 axes, quantité et qualité. Là-dessus,
il y a quand même des opportunités. Parce que, et j'en reviens à l'économie circulaire, finalement, on a des stations d'épuration aujourd'hui qui peuvent se transformer demain en stations d'épuration à énergie positive. Ça, c'est un premier enjeu majeur. On a aussi des bouts de stations d'épuration qu'aujourd'hui on épand, mais qu'on peut demain méthaniser. On a des grands projets sur ce bassin, par exemple à Pau, où les bouts de stations d'épuration font tourner des méthaniseurs. Vos déchets deviennent des ressources Exactement. pour d'autres, ou pour vous-même ou pour d'autres? Pour d'autres. Pour d'autres. Là, on parle d'injection de méthane dans le réseau de chaleur de la collectivité de Pau. Mais là, on voit en fait que finalement, les problèmes de l'eau peuvent être résolus avec des effets positifs par ailleurs dans d'autres secteurs, dans d'autres compartiments. Merci pour cet exemple. Encore un petit exemple, une autre action? La réutilisation de l'eau, bien sûr, ce qu'on appelle la reuse. Aujourd'hui, en France, mais c'est vrai aussi dans le bassin Adour-Garonne, il y a seulement 0,3% des eaux non conventionnelles, des eaux grises, qui sont réutilisées. La majeure partie est en fait rejetée dans les cours d'eau. Or, on pourrait s'en servir pour des usages qui ne nécessitent pas d'eau potable. Par exemple, l'arrosage des espaces verts, le nettoyage des voiries, voire la production d'hydrogène parfois. Et notre objectif est de multiplier par 3 la quantité d'eau usée qu'on renouvelle, d'utiliser plusieurs fois la même goutte d'eau. C'est ça aussi, cette logique de cycle et d'économie circulaire qu'on cherche à promouvoir. Là, on a affaire à des perspectives où on met déjà en pratique, même sur des petits volumes, mais ça fonctionne, c'est prouvé. Ça fonctionne, absolument. On a déjà une vingtaine de projets qui sont actifs en Adour-Garonne, qui sont des projets de réutilisation. Par exemple, Toulouse Métropole est très active sur le sujet, mais aussi Mont-de-Marsan, la station de Mont-de-Marsan, développe un projet depuis plusieurs années où l'idée, c'est d'utiliser cette eau pour l'irrigation agricole et en fait pour soulager des ressources d'eau souterraine ou d'eau en rivière au moment où on en manque. De vraies belles grosses perspectives donc en vue. Merci à vous. Nous nous tournons maintenant vers Anthony Colombani, Bouygues. Chez Bouygues Télécom, vous êtes opérateur global de communication, ça on le sait tous. Vous couvrez 99% de la population. Le réseau, c'est la petite parenthèse publicitaire, hein, c'est sur votre document. La 5G couvre près de 10 000 communes et plus de 6 habitants sur 10. Bravo à Bouygues. Merci, c'est un effort Quelles collectif. actions vous mettez en œuvre concrètement aujourd'hui? Et je sais que c'est le cas puisque vous avez déjà participé à d'autres tables rondes depuis hier. Bien sûr. Alors, d'abord, il faut savoir que le numérique, c'est aujourd'hui 4% des émissions de gaz à effet de serre au niveau planétaire et que si on continue sur les usages qu'on connaît aujourd'hui, on sera à 8%. Donc, on sera à presque 1,5 fois ou 2 fois l'aérien. Donc, c'est pas rien. Et notre premier enjeu, c'est de faire connaître qu'il y a un impact environnemental du numérique. C'est pas évident, une partie de nos clients ne le savent pas. Quand on les interroge, ils ne se rendent pas compte que le téléphone qu'ils ont entre les mains a un impact environnemental important. Un smartphone standard aujourd'hui, c'est 120 kg d'équivalent CO2, hein, c'est plusieurs centaines de kilomètres en voiture. Alors on distingue sa fabrication de son utilisation. Oui, en fait, la fabrication du terminal, c'est 90% de son impact environnemental. Son usage, c'est-à-dire le fait qu'on charge sa batterie pour l'utiliser, c'est au fond très très peu. Le vrai sujet, c'est sa construction, c'est sa fabrication. Pour beaucoup de raisons. D'abord parce qu'il est composé d'éléments qui font plusieurs fois le tour de la planète. On parle de 4 à 5 fois le tour de la planète quand le téléphone arrive. Le lithium vient du Chili, les terres rares d'Australie, les téléphones sont conçus en Californie, fabriqués en Chine, expédiés en Europe, etc. Et donc on doit travailler d'abord sur les terminaux, c'est vraiment notre priorité aujourd'hui, sur les terminaux mobiles, hein, les smartphones qu'on a tous dans la poche. Notre premier sujet, c'est d'allonger leur durée de vie. Le meilleur téléphone, le plus environnemental, c'est celui qu'on garde dans sa poche quelques mois de plus, qu'on fait réparer, sur lequel on pose une coque et une glace pour protéger la vitre, et ça, c'est très important. On est d'accord pour aller contre cette obsolescence calculée des produits. Alors l'obsolescence programmée, évidemment, on lutte tous contre. Hein. On souhaite que nos clients... Vraiment, même les vendeurs de téléphones avec qui vous avez des relations privilégiées? Alors on a des relations privilégiées avec les vendeurs de téléphones, voilà, et notamment Apple et Samsung, comme ça je cite les deux plus gros et je suis tranquille pour la suite. Notre intérêt à nous, opérateurs, c'est d'abord que nos clients nous soient fidèles en achetant de la connectivité. Nous sommes plus des très gros vendeurs de téléphones aujourd'hui. Il faut savoir que les opérateurs ne sont plus les principaux metteurs en marché de téléphones en France et dans d'autres pays. Et donc nous travaillons sur ces mobiles, nous allongeons la durée de vie, nous avons des services de réparation, nous encourageons le recyclage, nous vendons du reconditionné. Donc favoriser le reconditionné, ça c'est un axe de développement, mais un levier. C'est un levier important, le reconditionné, mais on n'en vend pas encore assez.
Si j'en crois les chiffres de la Fédération française des télécoms, alors qui ne recouvrent pas tout à fait l'ensemble des opérateurs, mais peu importe, il se vend en France 3 à 400 000 téléphones reconditionnés par an, alors qu'il se vend plus de 6 millions de smartphones par an en France. Et donc, il faut qu'on fasse des efforts sur le reconditionné, il faut instaurer la confiance des consommateurs dans le reconditionné, il faut imposer des labels, il faut bien expliquer la différence entre le reconditionné et l'occasion. L'occasion, c'est le téléphone qu'on achète sur Le Bon Coin, qui n'a aucune garantie. Le reconditionné, c'est un téléphone qui a été démonté, vérifié, dont on a changé certains organes et qui aujourd'hui est doté d'une garantie légale de conformité équivalente à du neuf. Donc il faut instaurer cette confiance dans le reconditionné et bien sûr parallèlement encourager nos clients à rendre leurs téléphones de manière à les réinjecter sur le marché. C'est toujours mieux de les recycler, c'est-à-dire de les détruire pour réutiliser les matières premières. Ça, on ne souhaite le faire que le plus tard possible. Ça fonctionne, ça, la reprise des téléphones? Parce qu'on a tous tendance à conserver ces anciens téléphones chez soi, je sais pas, par nostalgie peut-être. Moi, j'ai eu 4-5 téléphones. Je ne sais pas vous, si vous avez vos anciens téléphones ou si vous les avez rendus. Non. Vous en avez un aussi? Alors, ça ne fonctionne pas génialement, pour dire la vérité. Effectivement, on est nombreux à avoir 3, 4, 5 téléphones dans un tiroir. Et on se demande toujours un peu pourquoi, parce qu'au fond, ce n'est pas un geste très compliqué. Il y a des urnes aujourd'hui dans chacune des boutiques Bouygues Télécom, et je suis sûr que nos concurrents font exactement pareil. Il y a plein de raisons qui expliquent qu'on ne les recycle pas. La première, c'est que c'est tout petit un téléphone, on le met au fond du tiroir, on l'oublie. Ce n'est pas comme une voiture d'occasion un peu obsolète qu'on a dans le garage et dont on a hâte de se débarrasser. Il y a un rapport sans doute un peu sentimental au téléphone. Moi, j'ai entendu un client me dire une fois, mais j'ai photographié mes enfants avec. Alors, vous comprenez bien, je ne peux pas le recycler. Il garde ses enfants aussi, on est d'accord. Il a gardé ses enfants. Et puis, il y avait des freins autour des données personnelles. On disait, mais est-ce que mes données vont vraiment être effacées? Donc voilà, il y avait ces choses-là. Et il faut qu'on explique tout ça pour arriver à les faire sortir les 12, 13, 15 millions de téléphones mobiles qui sont dans les tiroirs des Français et qui représentent plusieurs kilos de métaux précieux, du cuivre, du platine, de l'or et tout un tas de matériel qu'on pourrait tout à fait recycler. Et on a actuellement un exemple de récupération des armes, je crois, mise en place par le gouvernement et la police nationale, qui fonctionne, donc oui. On peut l'imaginer. En tout cas, c'est une vraie perspective de récupérer tous ces matériels et toutes ces ressources qui sont dans les tiroirs des uns des autres. Merci à vous. Anthony Colombani, on termine ce tour de piste avec Vianney de Lavernay. Vous êtes directeur RSE d'Engie Renouvelable. Alors Engie, énorme, renouvelable aussi, Engie Renouvelable. Près de 5000 personnes dans le monde qui œuvrent à opérer aujourd'hui 34 gigawatts, on dit comme ça? C'est quoi un gigawatt? Moi, je ne me rends pas compte. Un gigawatt, vous voulez dire en termes d'installation? Oui, gigawatt, ou en termes de capacité de. En fait, on va parler en gigawattheure, ça vous parlera plus. C'est l'équivalent de dizaines de milliers de personnes satisfaites en électricité pour 1 gigawattheure à peu près. Donc aujourd'hui 34 et objectif avec l'éolien, le solaire et l'hydraulique d'atteindre 80 en 2030, donc plus que doubler, faire rimer définitivement renouvelable avec durable. Belle ambition. Oui, en fait l'économie circulaire, pour nous c'est la clé de la transition énergétique. C'est pas un supplément d'âme, c'est une nécessité dans le sens où avec la transition énergétique on passe d'un modèle du tout fossile, un modèle où on extrait, puis on consomme, à un modèle, à une ère des matériaux, à une ère où on extrait, puis on immobilise. On l'a dit à plusieurs reprises déjà ici, on constitue un stock de matières qu'on peut récupérer. Alors oui, pour fabriquer des panneaux, pour fabriquer des éoliennes, il faut extraire des matières premières, il faut extraire du silicium, il faut fabriquer de l'acier. Mais ces matériaux-là, puisqu'on les immobilise et qu'on ne les consomme pas, ils sont récupérables. Aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est que on sait faire, on sait les récupérer. Aujourd'hui, un panneau solaire, ça se recycle à plus de 90%, et c'est recyclé à quelques kilomètres d'ici, à Saint-Loubès. Il y a en ce moment, au moment où je vous parle, une usine dédiée au recyclage des panneaux solaires et au réemploi, on y reviendra. Une éolienne, c'est pareil, son taux de recyclage, il atteint 94%. On sait le faire, donc ça veut dire que dès lors qu'on s'organise, on coopère, on organise des coopérations industrielles, on peut récupérer cette matière immobilisée. Quand vous dites dès lors, c'est une perspective ou c'est aujourd'hui, il y a des installations qui sont complètement conçues dans cet esprit-là? Elles sont. Aujourd'hui, on commence par la fin, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on commence par recycler ce qui existe. Évidemment, c'est insuffisant. On l'a dit, il s'agit de recycler ce qui existe. Il s'agit aussi d'aller un cran plus loin. Un cran plus loin dans l'éco-conception, c'est-à-dire travailler aujourd'hui à la façon dont on pourra mieux recycler le produit en fin de vie. C'est ce qu'on fait par exemple sur les pales d'éoliennes dans le cadre d'un projet qu'on appelle le projet Zebra. Ici, c'est un exemple type d'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on a fait coopérer les différents acteurs d'une chaîne de valeur, de la chaîne de valeur des pales d'éoliennes. On a pris le fabricant de fibres, le fabricant de résine,
le fabricant de pales, le gestionnaire de déchets. On les a mis tous autour d'une table et on s'est dit, aujourd'hui, on veut installer des pales d'éoliennes qui seront 100% recyclables. C'est 5% du poids de la machine, c'est ce qui fait, je ne vous ai pas dit 100% de recyclabilité pour une éolienne, mais demain, c'est ce qui nous permettra d'atteindre 100%. C'est ce qui fait donc que vous affirmez cette ambition avec une démarche de collaboration. On travaille avec des confrères, des fournisseurs, presque des concurrents. C'est complètement la clé du passage d'une logique d'une économie linéaire à une économie circulaire. Dans une économie linéaire, on a des rapports de clients-fournisseurs. Mon fournisseur n'est que mon fournisseur, entre guillemets, je caricature. Mon prestataire de traitement de déchets n'est que mon prestataire de déchets. Chacun sur la ligne fait son job et on s'arrête là. Dans une économie circulaire, on est tous responsables du produit et on doit coopérer pour une raison simple, c'est qu'on est relié par le fait que ce produit, ce panneau solaire par exemple, cette turbine d'éolienne, c'est pas qu'un outil de production d'électricité, c'est un stock de matière, c'est aussi un gisement de matières premières, c'est des ressources. Et en fait, on est tous intéressés par la préservation de ces ressources. Donc la notion de coopération nécessaire dans cette période de prise de conscience, je crois qu'après l'été qu'on vient de passer, elle est faite, hein, vous y faisiez allusion tout à l'heure, prise de conscience et passage à l'action. Alors, par rapport à cet exemple évoqué de coopération, vous vous retrouvez là-dedans, vous en êtes où? Vous bossez, vous développez des actions chez vous, ou déjà avec les parties prenantes? C'est déjà de la coopération? Oui, bien sûr, on souscrit tout à fait à ce qui a été dit. C'est d'ailleurs pas facile sur des marchés très concurrentiels, mais 97% de nos émissions de gaz à effet de serre chez Bouygues Telecom, c'est ce qu'on appelle du scope 3, c'est-à-dire des émissions indirectes qui sont liées en fait à notre chaîne de valeur, à nos fournisseurs et partenaires. Donc on est bien obligé de travailler évidemment avec eux. Nous, on le fait avec les constructeurs de terminaux, par exemple, hein, pour les encourager à avoir des terminaux toujours plus durables. Et on le fait également avec nos fournisseurs de box. La box est un peu particulière parce que nous la concevons, nous la construisons et nous la concevons exactement dans le même esprit que les éoliennes d'Engie renouvelables, c'est-à-dire qu'elles sont démontables, qu'elles ne font pas appel à des vice-propriétaires, qu'elles sont évolutives, qu'elles sont faciles à démonter, qu'elles comportent très peu de pièces et on conçoit dès l'entrée leur fin de vie, ce qui est un renversement conceptuel pas évident à faire comprendre à certains ingénieurs, hein, parce que quand on conçoit un objet, on aime qu'il soit durable, qu'il dure longtemps, qu'il soit solide. Concevoir des objets qui sont démontables, et voilà, c'est pas toujours facile. On travaille bien sûr avec toute une gamme de fournisseurs, et sans eux, on ne fera rien. Aucun acteur industriel n'arrivera lui-même, par définition, à être un acteur circulaire s'il ne travaille pas avec l'ensemble de son écosystème. On y est chez Bouygues, est-ce qu'on y est chez Vinci Construction? Oui, tout à fait. Mais je dirais que nos premiers partenaires, au-delà évidemment de toute la chaîne de valeur, sont nos clients. Et nous, on s'est vraiment engagé avec nos clients pour pouvoir, à travers notamment une marque de circularité qui s'appelle Granula Plus, pour pouvoir vraiment leur faire preuve, pour pouvoir vraiment leur démontrer que ce qu'on va leur vendre en termes de matériaux est un matériau de qualité avec une traçabilité qui est claire et qui est établie. Et je pense que c'est ce lien-là aussi qui est important quand on parle d'économie circulaire. Ça va vraiment être le lien de confiance qui va se réaliser avec le client. Justement, créer une marque chez nous, s'engager auprès de cette marque sur une qualité du produit recyclé, s'engager sur une chaîne de valeur, s'engager sur le bon investissement qu'on va pouvoir faire sur les sites sur lesquels on va pouvoir mettre en place des matériaux recyclés. C'est vraiment pour nous l'enjeu premier, faire comprendre que le matériau recyclé a une valeur, a une qualité et est un matériau de valeur également. On peut imaginer un jour d'aller acheter des granulats sans se soucier qu'il n'y ait pas finalement de nuance entre du granulat, alors on dit comment, de ressources vierges, de ressources premières et de ressources secondaires, voilà. Ou alors recyclées. C'est ça, exactement. Notre objectif, c'est qu'à terme, le client ne se pose plus la question, comme aujourd'hui, on ne se pose plus la question de savoir si on a du papier recyclé ou même des bouteilles en verre qui sont recyclées. Tout est recyclé. Oui, c'est vrai. Pour le téléphone, on se pose encore la question, mais ça vient. Donc là, aujourd'hui, on ne se poserait plus la question de savoir, voilà, notre tonne de granulat, il y aura une part de recyclé à l'intérieur. Merci pour cet exemple, j'en prends conscience là, grâce à vous. Comment on positionne l'eau et les enjeux de l'eau par rapport à cette démarche-là? Vous travaillez déjà avec les politiques, les instances politiques qui vous donnent les moyens d'eux. Il y a des enjeux financiers énormes sur la gestion de l'eau, la quantité et la qualité. Ça va représenter des investissements colossaux, donc il va falloir travailler avec les autres. C'est ça, alors la chance de l'Agence de l'eau, c'est de pouvoir s'appuyer sur une ressource dédiée, puisque vous savez que nous finançons les programmes de reconquête de la qualité de l'eau et l'adaptation au changement climatique grâce à la redevance, qui est une fraction de la facture d'eau.
Mais effectivement, vous avez raison, les investissements pour faire face aux enjeux du changement climatique, ils sont majeurs et ils sont devant nous pour les 10 prochaines années. D'ailleurs, le comité de bassin à Dour-Garonne va se réunir le 8 décembre prochain pour justement plancher sur cette question et répondre à la demande de planification écologique que lui a portée le gouvernement. Donc il fait venir toutes les parties prenantes, il fait venir tous toutes les gens parties concernés. prenantes, absolument, les ONG, les industriels, les agriculteurs et les collectivités. Alors qu'est-ce qui va sortir de cette réunion-là? Donnez-nous une information en avant. Un petit peu de teasing. Ce qui va sortir, c'est le fait que le président du comité de bassin, Alain Rosset, a demandé il y a 1 an à 6 structures de collectivités organisées à une échelle hydrographique, puisque vous savez que l'eau ne s'arrête pas aux frontières administratives, et donc nous avons une organisation par sous-bassin versant qui sous-découpe en fait notre grand bassin à Dour-Garonne, et il leur a demandé d'aller puiser dans ce mix de solutions qu'on a un petit peu évoqué, la réutilisation, le fait de travailler sur la qualité des rejets dans les milieux, le fait d'être plus sobre aussi dans la demande en eau. Il leur a demandé de construire des feuilles de route opérationnelles adaptées aux spécificités et aux capacités de leur territoire. Et c'est ça qui va être présenté le 8 décembre prochain comme réponse des territoires aux enjeux d'adaptation. Les territoires vont présenter leur regard, leurs propositions d'action, et l'économie circulaire, elle a sa place là-dedans, comment ? Alors ça passe là-dedans parce que bien sûr il y a la réutilisation. La réutilisation, je vous ai parlé de 20 projets actifs, mais il faudrait faire beaucoup plus. Il faudrait faire beaucoup plus pour atteindre un objectif qu'on fixe à 60 millions de mètres cubes environ, sur un déficit qu'on veut reconquérir d'environ 850 millions de mètres cubes dans les 10 prochaines années. Donc on voit qu'il faut franchir une marche. Et là-dessus, le message qu'on passe aux collectivités, c'est qu'il y a des moyens à l'Agence de l'eau pour accompagner ces projets, les massifier et en réalité les accélérer, puisque c'est ça l'enjeu. Des projets, c'est c'est une centrale de remise d'appropriation de l'eau qui soit dans une démarche d'énergie positive. C'est ça. En fait, ça existe, ça déjà, c'est opérationnel? Alors, ce qui est opérationnel, et ça on continue évidemment à le porter auprès des collectivités, c'est des mesures qui sont somme toute assez classiques d'investissement sur les stations d'épuration pour diminuer les points de pression sur les masses d'eau. Aujourd'hui, on a encore 500 systèmes d'assainissement qui font peser une pression trop importante sur la qualité de l'eau. Donc celle-là, on a les technologies, on a les financements. Il faut par contre accélérer le lancement des études et des travaux. Ça, c'est bien lancé. En revanche, pour l'économie circulaire, là, c'est un changement de paradigme. Et là-dessus, on est plutôt à l'échelle des pilotes. Mais on sait déjà tester des choses. Par exemple... Alors, vous allez, si vous voulez bien, l'exemple, nous le donner dans la phase de conclusion, parce que je vais donner la parole à chacune et chacun sur une petite minute de conclusion, pour nous donner le levier... pas encore utilisé, mais qui est probablement celui qui, dans vos métiers, ou à votre connaissance, serait celui qu'on pourrait développer pour qu'on reparte tous enrichis de vos propositions de levier à venir. Dernière sollicitation de votre avis chez vous, par rapport à ce que vous réalisez aujourd'hui, la démarche de coopération avec les partenaires, vous la mesurez comment? Ça donne des résultats concrets? Ça donne des résultats concrets et décisifs. On le voit... déjà parce qu'Engie préside l'éco-organisme Soren. Et dans cet éco-organisme, on est avec des concurrents qui, au moment où on se met autour de la table, ne sont plus des concurrents. Coopèrent pour structurer la filière de collecte et de traitement de tous les panneaux solaires installés aujourd'hui en France, quel que soit leur détenteur. Ensemble, on se rassemble, c'est le principe des filières REP qu'évoquait la ministre tout à l'heure, des filières de responsabilité élargie du producteur. Et dans ces moments-là, on n'est pas dans la compétition, on est dans la coopération. Ça fournit ses résultats dans le sens où l'année dernière, on a recyclé 5000 tonnes de panneaux solaires, c'est-à-dire qu'on est allé les chercher à chaque endroit où on nous sollicitait et on les a emmenés dans des centres de tri et de traitement en France. Aujourd'hui, j'en ai mentionné un à Saint-Loubès, il y en a un dans le nord de la France et un autre en Occitanie, là où la Première ministre va parler d'économie circulaire, donc ça tombe bien. On travaille également dans cette logique de coopération avec d'autres industries, notamment pour le recyclage éolien, dans le sens où on ne croit pas forcément à des boucles d'économie circulaire complètement fermées. Les matériaux qu'on récupère, c'est assez séduisant d'imaginer qu'ils vont servir quand on fait de l'éolien à une nouvelle éolienne, quand on fait du solaire à du nouveau solaire, mais en fait les marchés sont très interconnectés et c'est beaucoup plus intéressant justement de travailler avec d'autres secteurs. Là aussi la coopération elle est importante. Troisième type de coopération, c'est avec les pouvoirs publics et avec la société civile, parce que l'économie circulaire, ce n'est pas qu'une question environnementale, c'est une question aussi de souveraineté économique et même en un sens de géopolitique. C'est une façon de réduire notre dépendance
à des importations. On sait que pour réussir la transition énergétique, on devra dépendre aujourd'hui dans un système linéaire qui ne changerait pas à 70-80% de ressources qui viendraient de l'extérieur. L'économie circulaire, c'est aussi, dès lors qu'on travaille main dans la main, nous, industriels, mais avec les pouvoirs publics, avec la société civile organisée, c'est un moyen aussi de réduire nos dépendances et du coup de nous redonner des leviers au niveau international. Merci Vianney. Je retiens de votre propos, parce que là vous avez largement utilisé le quota horaire que je vous avais affecté, donc je retiens de vos propos l'aspect coopération, travailler tous ensemble, et c'est là où la richesse, ou une richesse complémentaire de l'économie circulaire. Merci pour cette conclusion qui vous conviendra, j'espère. Vous voulez donc nous donner cet exemple et cette perspective d'une action, d'un levier que nous pourrons tous retenir. Oui, ça serait l'idée des stations d'épuration du futur. Jusqu'ici, on travaille beaucoup sur la qualité du rejet, mais en fait, on peut essayer de travailler à l'amont, avant même que les polluants arrivent à la station d'épuration. Et de ce point de vue-là, il y a des projets pilotes que l'Agence de l'eau a accompagnés avec notamment la métropole de Bordeaux sur les toilettes séparatives pour pouvoir isoler notamment les urines directement dans les habitations. Les urines, en fait, elles concentrent 40% de l'azote et du phosphore et 60% des micropolluants. Sur le phosphore, vous parliez tout à l'heure de réduire notre dépendance aux importations. On sait que les mines de phosphore, qui sont un produit très important en agriculture, pour l'amendement, l'engrais apporté aux plantes, elles vont être épuisées d'ici 50 à 100 ans. Donc on a là une mine, en fait, potentiellement, qui pourrait être valorisée. Et les micropolluants, pour nous, c'est évidemment un sujet de préoccupation majeur. C'est une des limites planétaires qui a été franchie. Donc pouvoir les traiter en amont, avant qu'ils ne soient dilués, ces micropolluants, dans des flux très importants, ça serait beaucoup plus efficace et moins coûteux. Celui qui, ici, pense à créer une application qui permettra à toutes celles et ceux qui identifient des déchets qui pourraient servir de ressources à d'autres ou de ressources dont on ne sait pas où les trouver, mais plutôt qu'au bout du monde, les trouver de façon inattendue dans une activité. Donc, rapprochons-nous, parlons-nous, j'imagine. Merci beaucoup pour ces perspectives et ces leviers que vous nous indiquiez. Il nous reste 45 secondes, mais on a l'autorisation des organisateurs de dépasser un tout petit peu, puisque la ministre a été un petit peu plus bavarde que prévu. Donc, vous pouvez prendre le temps, Anthony, mais pas trop long quand même, nous expliquer vos leviers à vous, ceux que vous n'utilisez pas encore ou que vous commencez à utiliser. Il y a deux leviers, si je devais les citer, je parlerais de la virtualisation et de la régulation. La virtualisation, c'est avoir moins d'objets chez soi. Aujourd'hui, une box, c'est 2 boîtiers, 2 chargeurs, 2 électroniques, 2 transformateurs. On essaye, nous, d'en donner qu'un à nos clients et de virtualiser une partie de la box, voire ne pas la fournir aux clients qui ne l'utilisent pas. Donc cette logique de virtualisation, de transformer en software un objet, c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup aujourd'hui. Ça permet de faire pas mal d'économies d'énergie. Et puis la régulation est extrêmement importante. Les produits électroniques sont majoritairement importés, ils arrivent en Europe. Si on pouvait mettre au niveau européen des barrières, des normes qui prévoient que les smartphones soient démontables, recyclables, que leur batterie soit par exemple amovible, que les prises soient les mêmes, que les vis, encore une fois, ne soient pas propriétaires, mais qu'on puisse les démonter avec un tournevis du commerce, ça permettrait de faire de gros efforts et ça permettrait de transformer, encore une fois, ces téléphones en vraies ressources. Ça permettrait, donc tout ça c'est de l'hypothétique. Oui. Vers où on va ? Il y a des actions qui sont sur les rails et sur lesquelles on peut imaginer. Oui, bien sûr. Au niveau européen, on a imposé le chargeur unique, le chargeur avec une norme USB-C. C'est déjà énorme parce que ça permet d'utiliser un seul et même chargeur pour énormément d'appareils électroniques. C'est un premier pas et l'Europe a montré, ça a fait grincer des dents, nous disait la ministre tout à l'heure. On les a nous-mêmes entendus grincer depuis Paris, mais oui, c'est une très bonne idée, donc il n'y a rien d'impossible. Aujourd'hui, avoir des smartphones avec des batteries amovibles, ils seraient peut-être un peu plus gros, un peu moins sexy, un peu moins design, mais au fond, ils marcheraient pas plus mal et ce serait beaucoup plus simple de remplacer soi-même sa batterie. Merci à vous, Anthony. Lorraine, le mot de la conclusion ? Ouais, c'est beaucoup d'honneur. Moi, je pense qu'il y a deux sujets principaux sur la continuité de nos actions. Le premier, c'est pouvoir favoriser dans les marchés publics, y compris la possibilité de pouvoir intégrer des éléments de recyclabilité. Et favoriser vraiment l'emploi du recyclable dans les marchés publics. Aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel on l'a beaucoup dit, les clients sont encore un peu frileux. Je pense que c'est aussi un peu du rôle de la puissance publique de pouvoir vraiment commencer à montrer la voie. En tout cas, nous, dans tous les tests de recyclabilité, de 100% recyclés, on va les voir et on leur montre que c'est possible et que c'est réalisable.
Donc ça, c'est une première partie. Et une deuxième partie, je pense que c'est l'avancée. Nous, on s'est engagé à doubler nos capacités de production de matériaux recyclés d'ici 2030. C'est vraiment pour pouvoir montrer qu'on peut y arriver, mais pas à n'importe quelle possibilité. On veut vraiment renforcer la traçabilité qui est autour de ces matériaux. Je l'ai déjà dit, mais c'est pas un moindre mot. C'est-à-dire qu'il va falloir pour nous, l'objectif est également des responsabilités élargies du producteur, pouvoir tracer chaque benne, chaque stock de matériaux qui va être présent chez nous. On parle vraiment de millions et de centaines de millions de mètres cubes par an à l'échelle du BTP qui utilise énormément de matériaux de seconde ressource chaque année. Donc je pense qu'on a vraiment intérêt à pouvoir pousser. On parlait d'une application, ce n'est pas qu'une application, je pense que c'est aussi des manières de faire, que l'on soit chez soi ou que l'on travaille ailleurs, de tracer là où vont les matériaux. En suivant la perspective, on est bien d'accord, d'extraire finalement le moins possible. C'est bien l'objectif, oui, à terme. J'ai envie de saluer votre participation, la clarté de vos propos. J'étais un petit peu directif ou lapidaire parfois, je vous prie de m'en excuser, mais j'espère que le contenu de cette table ronde vous a convenu et que vous en partez avec quelques enseignements. J'ai une dernière petite question, parce que je viens de prendre conscience du fait que vous avez évoqué la participation du public, le rôle de l'État, le rôle des entreprises, le rôle du public, et pourquoi pas des salariés des entreprises. Vous qui êtes une grosse entreprise, vous allez tous dire oui ou non si vous vous sentez concerné. Lors de l'introduction de cette manifestation a été évoqué un certain scepticisme des salariés dans les entreprises qui trouvent que peut-être la sincérité des entreprises par rapport à leur engagement, il y a beaucoup de communication, peut-être moins d'action. Est-ce que vous sentez ça et est-ce que c'est une vraie perspective aussi à développer pour le développement de cette économie circulaire? Oui, non? Oui, et nous, on l'a démontré à travers un challenge. On a plein de challenges qui sont organisés chaque année chez Varsity Construction sur les questions environnementales. On en a un particulièrement il y a 2 ans qui s'appelait le prix de l'environnement, qui a permis aux salariés de pouvoir démontrer ce qu'ils voulaient mettre en place. L'économie circulaire est arrivée presque en premier dans les idées qui avaient été suggérées par les salariés. Proposer aux salariés de mettre en avant leurs actions qui y contribuent. Une réponse là-dessus ou... C'est pas obligé. Oui, en non, termes de timing. idem. D'abord, c'est très important pour fidéliser nos collaborateurs, de montrer que nos engagements sont des vrais engagements, sont authentiques. Et puis, certaines idées viennent des collaborateurs et des sachants. Par exemple, le recyclage de certains équipements de réseau, donc pas la partie du téléphone qu'on a dans la poche, mais les antennes qui sont sur le territoire. C'est venu de collaborateurs qui ont mis en place par eux-mêmes cette filière de recyclage. Donc, valoriser ça aussi. Une réponse à ça ou tout va bien? Non, tout va bien. Au sein des agences de l'eau, on a des gens qui nous ont rejoints par passion sur ces enjeux-là environnementaux. Ils en sont très convaincus. Merci à vous. Un enjeu d'exemplarité majeur au sein d'une entreprise qui est engagée dans la transition énergétique, une préoccupation qui rejoint chacun des collaborateurs dans son quotidien. Donc oui, il y a un enjeu d'exemplarité sur l'économie circulaire en particulier, en montrant que c'est une question pour les panneaux solaires, pour les éoliennes, mais c'est aussi une question pour leurs outils de travail au quotidien. Ouais, il y a un enjeu d'exemplarité fort. Merci à vous, mesdames, messieurs. Je vous demande de remercier par des applaudissements Anthony, Lorraine, Aude et Vianney. Merci, mesdames. Merci, messieurs. Merci à vous.